Alors bonsoir tout le monde. Alors je vais entamer le premier cours à distance, les exemples de transformations forcées. Alors dans ce cours, je vais entamer la première partie, c'est de faire un petit rappel sur les transformations spontanées. Et puis on passe sur les transformations forcées. La troisième partie, c'est la définition de l'électrolyse et on finit notre cours, Inch'Allah, avec les applications de l'électrolyse. Alors premièrement, les transformations spontanées. Alors première expérience. Alors, on a pris un tube d'essai, on a mis dedans une solution de dibrome BR2 de couleur jaune. Et on a immergé dedans un fil de cuivre CE. Après quelques heures, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la couleur de la solution il a changé en coloration bleue. Et donc, et la disparition du cuivre métallique. Alors, comme première coloration bleue et disparition du cuivre. Alors, on sait déjà en chimie que la couleur bleue est due à la présence des ions de Ce2+. Et donc, logiquement, le cuivre qui a disparu et s'était transformé en Ce2+. Selon la deuxième équation, Cu s'était transformé en Ce2+, par la libération de deux électrons. Et donc le couple mis en jeu, c'est Ce2+, Ce. Donc, deuxièmement, pourquoi on a perdu la coloration jaune? Donc automatiquement, ça veut dire que le BR2 est rentré dans une réaction. Alors le 4, ou bien le couple mis en jeu de BR2, c'est BR2 qui se transforme en ion de bromure, qui est BR-. Et dans ce cas, le BR2 va se transformer en BR-. Alors on va faire un petit rappel. Dans le couple oxalate, on a toujours ox à la gauche, le réducteur à la droite. Et donc l'oxydant, c'est celui qui se transforme en réducteur par un gain des électrons. Ça veut dire ici qu'on trouve un électron. Et donc par conséquence, il faut équilibrer cette demi-équation. On a 2 de brome. Et donc ici, on va multiplier par 2, plus 2 électrons. Et donc, l'équation bilan sera Cu plus PR2. Il va se transformer avec une seule flèche en formant le Ce2+, plus 2PR-. Et donc, cette transformation, c'est une transformation qui est spontanée. Ça veut dire que les espèces mélangées entre eux, ils vont réagir spontanément, sans une intervention externe, pour former le Ce2 plus PR2-. Alors, si on fait le quotient de la réaction, par exemple, le quotient de cette réaction, c'est la concentration de PR- initiale au carré fois la concentration de Ce2+ initiale sur la concentration de PR2 initiale. Alors on prend la concentration de cette solution et c'est par exemple 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Et donc, si 10 à la puissance moins 1. Alors les concentrations de PR- et de CR2+, à l'état initial, on n'a pas la formation des deux ions. Donc ce qui fait c'est 0 fois 0. Donc le quotient de la réaction égale à H égale à 0. Et donc par conséquent, si on compare avec la constante d'équilibre K de cette réaction, K, je pense que c'est 1,25, 10 à la puissance, je pense 27. Plutôt 25. Alors, selon le critère d'évolution spontanée, on trouve que QRI est inférieur à K. Ça veut dire que la réaction se fait dans le sens direct, ce qui coïncide avec les observations expérimentales. Et donc, dans ce cas, on va chercher, est-ce qu'on peut forcer cette réaction? Ça veut dire de mélanger les produits pour former les réactifs. Alors, dans l'expérience numéro 2, alors on va mélanger une solution de sulfate de cuivre, Ce2+, plus SO4 de moins, avec une solution de bromure de sodium Na+, PR-.
Et on va essayer, est-ce que les deux espèces, lorsqu'elles sont mélangées, ils vont former quelque chose ou non. Alors, on a laissé la solution quelques heures et on remarque que la solution n'a pas changé, il n'y a pas de changement de couleur. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté en conclusion? Alors, en conclusion, le système chimique n'évolue pas dans le sens indirect de son évolution spontanée. Alors, on a vu lorsqu'on a mélangé on a vu dans la première expérience que lorsqu'on a mélangé Cu2 plus Cu avec Br2, elle a formé Cu2 plus Br-. Et donc, l'évolution dans le sens indirect ne fait pas. Et donc, le but de cette cour, c'est de forcer ce système pour former Cu2 plus et Cu2. Et dans ce cas, on a besoin d'un générateur qui va forcer au système d'évoluer dans le sens inverse ou bien indirect de son évolution spontanée. Alors, dans la deuxième partie, on va voir transformation forcée. Et pour cela, on va réaliser l'expérience suivante. On prend un tube de forme U. Alors, on met dedans deux électrodes inattaquables. Alors, ça veut dire quoi les deux électrodes inattaquables? Ça veut dire des électrodes qui ne s'oxydent pas. Genre, soit il sera en graphite, soit en platine, et dans ce cas, on ne symboliser pas, ou bien en carbone. Alors, les trois types des électrodes inattaquables, soit en graphite, soit en platine, soit en carbone. Alors, on met dans le tube une solution de bromure de cuivre de coloration bleue. Alors, avec un générateur de courant continu, avec un pôle positif et un pôle négatif. Alors, les couples mis en jeu, c'est les mêmes couples qu'on a vus dans la première expérience, c'est Cu2 plus Cu, Br2 moins Br. Alors, lorsqu'on met le générateur en marche, on a mis quelques gouttes de cyclohexane. Quel est le rôle de quelques gouttes de cyclohexane? Et va montrer la présence de Br2. Alors, on va voir la partie qui sera formée dedans. Le Br2 sera de couleur jaune. On aura un jaunissement. Et donc, lorsqu'on met en charge, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'au niveau de cette électrode, on a une coloration jaune. Par contre, au niveau de cette électrode, on a un dépôt métallique de cuivre. Alors, au cours de cette réaction, si on nomme cette électrode A, et celle-ci, électrode B. Alors, au niveau de A, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la formation de Br2. Ça veut dire que les ions de Br- vont rentrer dans une réaction pour former le Br2. Alors, on sait que Br- c'est un réducteur. Donc, on va équilibrer par 2. Et ici, on aura 2 électrons. Par contre, au niveau de l'électrode B, on a la formation de cuivre. Ça veut dire que Cu2+ est rentré dans une réaction pour former Cu. Et dans ce cas, il a besoin de 2 électrons. Les 2 électrons qu'ils ont reçus par l'oxydation de Br2. Alors techniquement, on sait que dans un circuit qui contient un générateur, le courant sort de la bande positive vers la bande négative. Et donc, au niveau de circuit, les électrons vont émerger ou bien émigrer vers la deuxième électrode. Et dans ce cas, le courant électrique passe dans le circuit. Et donc, par conséquent, on sait que
le sens d'évolution, le sens de mouvement des électrons, il se fait dans le sens contraire du courant. Et donc par la suite, on a ici la formation des électrons et ici on a la consommation des électrons. Alors on sait déjà qu'en chimie, lorsqu'on a les électrons dans une réaction, soit il y a une réaction d'oxydation ou bien réduction. Alors comme je dis toujours, lorsqu'on a les électrons dans les produits, on a une réaction d'oxydation. Lorsqu'on a les électrons dans les réactifs, on a une réaction de réduction. Et donc, on sait déjà que l'électrode qui est le siège d'une réaction d'oxydation, on va le nommer l'anode. Et donc, la réaction de réduction se fait au niveau de la cathode. Et donc, à partir de cette expérience, la force et le système a évolué dans le sens direct. Ça veut dire que lorsqu'on met le Ce2 plus 2Br-, ils vont former le Cu plus le Br2. Et dans ce cas, on a forcé à ce système. Alors, comment on a forcé ce système? Le générateur, elle a mis une énergie pour que le système chimique évolue dans le sens indirect de leur évolution spontanée. On a vu déjà dans la deuxième expérience que c'est impossible que les ions de Ce2 plus Br- vont formant Cu plus Br2. Et par contre, lorsqu'on a ajouté un générateur de courant continu, elle a forcé au système d'évoluer dans le sens indirect. Alors, quel est son rôle? Alors, on peut dire que le rôle de ce générateur va jouer le rôle d'une pompe. Alors, il va pomper les électrons à partir de l'électrode et va l'injecter dans la deuxième. Alors, la partie qui va pomper les électrodes au niveau de l'électrode A sera l'anode. Et dans ce cas, l'autre électrode qui va injecter dedans les électrons sera la cathode. Et donc, par conséquence, l'électrode ou bien l'anode est liée au pôle positif. Par contre, la cathode liée au pôle négatif. Alors, comme conclusion pour la transformation forcée, dans une transformation forcée, le générateur a forcé le système à évoluer dans le sens indirect ou bien inverse de son sens d'évolution spontanée. Alors, on a vu déjà dans le cours des piles que lors des transformations spontanées, le QRI, ça veut dire le quotient de la réaction à l'équilibre, elle va toujours tendre vers la constante d'équilibre. Alors, dans le sens direct, ça veut dire que QRI il est inférieur à K, donc il va tendre vers K. Dans le sens indirect, elle va revenir en K, ça veut dire il va diminuer sa valeur. Et dans ce cas, c'est une transformation qui est spontanée. Par contre, dans les transformations forcées, on va forcer le système de s'éloigner à sa constante d'équilibre ou bien à son état d'équilibre. Alors, dans le cas où on a le système, soit il est dans l'état d'équilibre, on va augmenter son quotient de réaction et dans ce cas, il va augmenter. Sinon, on va diminuer son quotient de réaction pour avoir une transformation qui est forcée. Alors, il nous reste la troisième partie qui est l'électrolyse. On va voir quelle est la définition de l'électrolyse, quelles sont les réactions mises en jeu au niveau de chaque électrode. Et la dernière partie, c'est les applications. Alors, l'électrolyse. L'électrolyse, ça veut dire une transformation qui est forcée, qu'on va forcer au système d'évoluer contrairement de son sens d'évolution spontanée à l'aide d'un générateur de courant continu. Alors, on a vu dans l'expérience précédente qu'au niveau de l'électrode liée au pôle positif, on a une réaction d'oxydation. Alors, notre réaction, c'était le Br-2, elle va former le Br2 plus la libération de deux électrons. Au niveau de l'électrode A, on a vu la formation de Cu par la réduction des ions de Ce2+, qui vont former le Cu. Et donc, on a dit que cette réaction, tant que les électrons sont au produit, donc c'est une réaction d'oxydation. Et donc, celle-ci, c'est une réaction de réduction. Et donc, par défaut, ou bien par conséquence, l'électrode B sera nommée anode.
Et donc, l'électrode A sera nommée cathode. Pourquoi? Toujours on a une réduction cathodique ou une oxydation anodique. Alors, au niveau des exercices, il nous demande toujours de déterminer la nature de l'une des électrodes. Alors, comment on va déterminer la nature de l'une des électrodes? Soit par le type de réaction, si c'était une oxydation, donc c'est un anode, ou bien si c'était une réduction, c'est la cathode, ou bien l'anode est liée au pôle positif du générateur et la cathode liée au pôle négatif du générateur. Alors, pour qu'on soit clair, alors, dans les exercices, on va utiliser la nomination que les pôles positifs, le pôle positif ou bien le pôle négatif, seulement pour le générateur. On n'a pas le droit de nommer l'électrode A, elle représente le pôle négatif. Non, on va toujours dire que l'électrode B, soit l'anode, soit la cathode. Et donc, par défaut, l'anode, c'est le siège d'une oxydation et la cathode, c'est le siège d'une réduction. Alors, deuxièmement, si on lit le sens de mouvement des porteurs de charge, alors on sait que le courant électrique, il passe par ici. Alors, au niveau de la solution, c'est les ions qui vont faire le transfert de l'intensité de courant de telle manière que on a au niveau des circuits électriques, les porteurs de charge, ce sont les électrons qui ont un sens de mouvement au contraire au sens de courant électrique. Et donc, par conséquent, au niveau de la solution, les porteurs de charge n'est que les ions. Et donc, ici, on voit clairement qu'au niveau de cette électrode, les ions de Br- ils vont migrer vers elle. Par contre, au niveau de celle-ci, on a Ce2+. Et donc, parfois dans les examens, ils nous demandent de déterminer la nature de mouvement des porteurs de charge. Les porteurs de charge de quand? Il y a quand même des électrons qui cheminent l'anode vers la cathode. Par contre, il y a quand même deux électrodes, des ions. Donc, les porteurs de charge, les cations, ils vont migrer vers la cathode, des anions vont migrer vers l'anode. Comme on a vu dans le cours des piles, c'est comme le mouvement des porteurs de charge de pont salin. Alors, au niveau de pont salin, les cations migrent vers